Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média qui, on le rappelle, est diffusé sur YouTube, sur le site lemediatv.fr et aussi sur le canal 165 de la Freebox et sur la plateforme Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Ça va depuis que tu as arrêté de fumer ? Je n'aime pas ce genre de questions du tout. Non, ça va très bien, ça fait du bien. Mais justement, j'avais pas trop le choix. Voilà. Donc, je suis content ça fait une dizaine de jours maintenant, c'est pas mal. Énerve ton moumou, ça fait une bonne émission. Alors, tu as un préambule pour nous. Absolument. Alors, c'est un hommage à notre consoeur de BFM TV, Perrine Storm, la pauvre. La semaine dernière, en fait, c'était elle qui avait évidemment posé la question piège à Othman Nasrou, mais je me suis pris un peu les pieds dans le tapis et commis une erreur de nom. Je ne lui ai pas attribué cette séquence que nous allons revoir pour le plaisir. Donc c'est une séquence où elle va prendre à son propre jeu, à son propre piège, Othman Nasrou. Alors on pourrait en rigoler largement, sauf que je trouve que c'est pas excessivement drôle puisqu'on va demander à des gens qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les connaissances de l'histoire de France et des gens qui veulent venir ici et s'installer pour des raisons diverses et variées, souvent des raisons vitales, et on va leur poser des questions aussi débile que celle-ci. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nora au sujet de ces fameux tests de valeurs républicaines. Alors on a pris quelques exemples de questions, je me permets de vous les poser. De quand date la devise de la France, liberté, égalité, fraternité? Écoutez, franchement, on ne va pas jouer à ce jeu-là. On ne va pas jouer à ce jeu-là. C'est intéressant. Non, mais on pose ça à des étrangers. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que des Français connaissent la réponse à ces questions? Madame, je suis Moi, je ne connais pas Nora ne sait pas. Je ne connais pas cette réponse. Non, justement. Quelques temps après. Non. Elle C'est beaucoup plus s'inspire de la récent. Révolution. Elle s'inspire de la Révolution, mais elle n'est inscrite dans la Constitution française que depuis 1848. Oui, tout à fait. Personne sur ce plateau ne réussit le test. Personne n'a réussi le test sur la première question. Voilà, et je trouve que la phrase d'Othman Nasrou, qui n'assume absolument pas que ces questionnaires sont complètement stupides et complètement hors sol, va lui dire on ne va pas jouer à ce petit jeu-là. Bah si, c'est pas un jeu en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour les gens qui sont en quête, en demande de papier et qui vont devoir être humiliés par le biais de ces questions qui n'ont absolument, selon moi, aucun sens réel. On pourra leur reposer la question 10 ans après, une fois qu'ils ont fait des études ou une fois qu'ils se sont scolarisés peut-être. Et encore, je vois même pas trop l'intérêt. Donc bravo encore à Perrine Storm qui vraiment fait le job. Alors, il y a un débat régulièrement sur les réseaux sociaux de savoir est-ce qu'on doit, on en a parlé ici aussi, est-ce qu'on doit féliciter les journalistes qui font leur travail correctement, tout simplement, comme le fait Perrine Storm. Alors, je voudrais différencier les choses. Oui, elle fait son travail normal, enfin de journaliste, sauf qu'elle a quand même un certain talent. Elle le fait avec calme, avec le sourire, comme elle l'a fait récemment avec l'un des cadres du RN, qui est empêtré dans les affaires que vous savez au niveau européen, en l'occurrence Julien Audoul. Et je trouve qu'à chaque fois, elle fait mouche, c'est documenté, c'est précis, elle lâche rien. Donc vraiment, félicitations à notre cher concert. Et je le dis très tranquillement, c'est pas condescendant, c'est vraiment avec sincérité que je lui dis que j'apprécie et j'admire vraiment son travail et la manière dont elle fait les choses. Et c'est parti pour les tops. Oui, alors le premier top va à un citoyen que j'ai envie de qualifier de lambda, mais un militant par ailleurs qui est enseignant dans le Loiret, qui s'appelle Frédéric Sergent et qui a, comme beaucoup d'autres personnes, saisi l'Arcom. Alors, saisir l'Arcom à propos d'une scène qu'on va revoir, une scène qui est passée chez nous, elle est courte. C'est toujours important de saisir l'Arcom et c'est toujours à la fois extrêmement frustrant. Vous allez comprendre pourquoi. On va juste d'abord regarder l'extrait. Vous dites le monde arabe à la haine des Juifs? Ouais. Hein? Oui. La rue arabe à la haine des Juifs? Bah, bien sûr. Hein? Oui. Il y a un antisémitisme musulman que vous déplorez? Absolument. Hein? Et pour en avoir rencontré un certain nombre qui m'ont avoué leur antisémitisme structurel ou d'entendre leurs parents dire des choses sur les Juifs, etc. Alors eux ont fait un chemin, heureusement. Eux ont fait un chemin. Mais il y a énormément de gens qui ont grandi dans l'antisémitisme. Ça explique d'ailleurs aujourd'hui ce qui se passe à LFI, faire de la Palestine le centre de la campagne européenne. C'est ce qu'il fait Mélenchon. Qui multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein. Il n'est pas idiot. Enfin. Et donc, il a reçu une réponse écrite de l'Arcom qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Et l'Arcom, qu'est-ce qu'elle répond que, en fait, ces deux personnages ne visaient pas un groupe dans son ensemble. Ah bon ?
Alors je relis la phrase, ouvrez les guillemets, le monde arabe, la rue arabe a la haine des juifs, il y a un antisémitisme musulman structurel. En quoi ça ne vise pas un groupe très précis, même s'il mélange musulmans arabes pour laisser un peu cette impression-là, mais enfin ça vise très clairement une population donnée. Je ne comprends pas que l'Arcom puisse émettre un avis comme celui-ci, à savoir que ça ne vise pas un groupe dans son ensemble. Alors, je suis d'autant plus troublé, si vous voulez, que eux, on les laisse déblatérer et que, par exemple, la sportive Émilie Gomis, on lui est tombé dessus, on l'a dégagée du comité olympique et de l'organisation des Jeux olympiques de Paris pour beaucoup moins que ça. Parce que même si son message d'origine sur le 7 octobre était problématique, elle l'a reconnu aussitôt, elle a retiré son message et malgré ça, elle a été mise au pilori, assassinée professionnellement, je veux dire. Donc il y a un problème de deux poids deux mesures de nouveau, et je trouve que une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est desservir la cause qu'on semble défendre que de pratiquer ce genre de choses et de laisser ces gens-là proférer de telles horreurs sur les musulmans et les Arabes en particulier. Et on continue avec Acrimed, l'association de critiques médias, que tu félicites. Oui, nos amis d'Acrimed, avec qui nous étions quasiment voisins sur la fête de l'humanité, sur le fameux village. Vraiment, j'espère que ça se reproduira l'année prochaine, le village des médias indépendants. Et nos amis d'Acrimed, qui ont une très très longue expérience de critique média, ont pointé plusieurs personnes. Alors c'est assez drôle parce que c'est assez long. On va en voir une capture d'écran, mais je vous invite à les lire vraiment sur les réseaux sociaux. On va retrouver, et d'ailleurs je te pose une petite colle. Si je te dis Enthoven, Raphaël Enthoven, Tristan Bannon, Nicolas Bouzou, Mohamed Sifawi, Rachel Kahn, Alain Duhamel, Nathalie Saint-Cric et consorts, c'est quoi d'après toi le point commun? Alors il y a un point commun évident de positionnement, mais d'après toi leur point commun que pointe Acrimed? Ils sont néolibéraux. Ils sont néolibéraux, et qu'est-ce qu'ils produisent? Des éditos. Des éditos, et un peu plus long qu'un éditorial, ils produisent des bouquins. Et en fait, tous leurs bouquins sont édités aux éditions de l'Observatoire. Ils racontent... Alors c'est intéressant parce que ça vient en partie répondre à l'une des questions récurrentes qu'on se pose ici et qu'on nous pose régulièrement, à savoir, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur les plateaux télé? Pourquoi on revoit toujours les mêmes tronches? Parce qu'en fait, il y a un jeu de ping-pong qui est très bien expliqué par Acrimed, c'est-à-dire qu'ils vont faire des bouquins sur tout et n'importe quoi, anti-wokiste, universalisme et compagnie, qui ne va pas se vendre, mais qui va leur permettre de passer sur les plateaux télé et qui va permettre du coup aux éditions de l'Observatoire d'avoir une visibilité. Et c'est pour ça que vraiment, je vous invite à les lire, vous allez voir, c'est un jeu de ping-pong assez amusant. Enfin, c'est amusant, assez déprimant en vérité, mais qui explique donc cette présence et cette espèce de entre-soi qui finalement est une espèce de... Je comparerais ça, vous savez, on parlait des bulles spéculatives au début des années 2000, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est du vent, il n'y a rien, mais ça permet d'être toujours présent, de gonfler et de donner l'impression de faire quelque chose, de produire quelque chose, et surtout d'avoir une pensée sérieuse, parce qu'on fait des bouquins, et à partir du moment où on fait des bouquins, on passe pour quelqu'un d'à peu près sérieux, et ce qui n'est pas évidemment le cas. Et on passe au flop. Oui, malheureusement, il n'y avait que 2 tops, mais le top sur Frédéric Sergent, je le trouve vraiment mérité. C'est pas la première fois qu'il se positionne comme ça. C'est lui qui avait lancé, je le rappelle juste, c'est lui qui avait lancé la pétition pour l'éradication de la chaîne communautariste, propagandiste et surtout génocidaire i24 News. Je ne sais pas où on est ce dossier, il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près d'ailleurs. Je vais m'en occuper pour les semaines prochaines. Donc les flops, comme tu disais, pardon pour la digression, ça vise Thomas Porte. C'est une accusation assez extraordinaire d'un garçon qui s'appelle Éric Tegner, donc qui tient un bulletin qui s'appelle Frontières, une espèce de truc d'extrême droite, pour pas dire un peu plus, et il va proférer une accusation que je trouve extrêmement grave parce qu'elle est à peine maquillée. Il va sous-entendre que Thomas Porte, le député France Insoumise, Nouveau Front Populaire, s'est rendu avant le 7 octobre en Israël et dans les territoires occupés pour faire quoi, d'après vous? Je vous laisse écouter. Un mot là-dessus, Eric? Moi, je serais pour qu'on fasse une commission d'enquête pour connaître les liens avec les islamistes et les terroristes de la France Insoumise, pour essayer de savoir, comprendre que faisait Thomas Porte justement quelques jours avant le 7 octobre, où il essayait de rentrer justement dans Gaza, où on sait qu'il a apporté de l'argent. Quels étaient les liens? Pourquoi finalement il n'est pas rentré? Il est parti en Turquie. Il y a plein de questions aujourd'hui qui se posent et qu'on peut mettre en avant. Rien que ça.
aller préparer les attentats du 7 octobre. C'est un mot à peine couvert. C'est complètement extraordinaire. D'autant plus que ce sont ses potes à Éric Tegner qui ont armé les vrais terroristes islamistes en France. Je le rappelle, c'est l'extrême droite. C'est des gens d'extrême droite qui ont vendu des armes aux terroristes qui ont mis Paris à feu à sang. Donc je trouve ça un petit peu gonflé d'aller comme ça nous raconter des balivernes. J'espère qu'il y aura des suites judiciaires parce que on ne peut pas laisser penser un truc aussi violent que ça. J'espère que Thomas Porte nous tiendra informés des suites de cette déclaration. Et on continue avec le journal du dimanche, en tout cas un journaliste du journal du dimanche qui a encore frappé. Alors, c'est pas n'importe lequel, hein, je crois que c'est le responsable du service politique. Il s'appelle Antonin André. Il a tenu alors un discours toujours un peu à la limite, un borderline, puisqu'il va dire que Louis Boyard, donc le fameux député, le jeune député La France Insoumise, est un ignare. Pourquoi ? Parce qu'il appelle à l'apartheid, il appelle à ne pas accepter notamment qu'il y ait un match de foot entre la France et Israël. Alors il accuse Israël de pratiquer une forme d'apartheid. Ah, complètement. Si on se situe là-dessus et la manière dont Antonin André en fait condamne le fait qu'on puisse boycotter une nation entière parce qu'elle pratique l'apartheid, parce que son gouvernement pratique l'apartheid, si on transpose ça à l'Afrique du Sud des années 80, 70-80, quel aurait été son raisonnement ? Il aurait dit non, il faut laisser faire, il ne faut pas boycotter le pays tout entier parce que des Noirs sont mis à l'écart au banc de la société. Ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il faut boycotter à partir du moment où on estime qu'il y a une forme d'apartheid. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Je vous laisse l'écouter. Antonin André. Oui, moi je suis contre le boycott naturellement, mais surtout ce qui me frappe, c'est dans la déclaration de Louis Boyard et en règle générale de la France Insoumise, c'est évidemment le clientélisme crasse sur lequel ces gens-là surfent. C'est-à-dire qu'en réalité, ils font une espèce d'amalgame entre Israël, les Juifs, les Israéliens, Benyamin Netanyahou et les frappes à Gaza. Ils mettent tout ça dans le même sac et ils disent donc, puisque Benyamin Netanyahou est israélien, que Israël réprime à Gaza et au Liban de façon trop massive, alors on doit le boycotter. Cette espèce d'amalgame malsain et nauséabond que pratique la France Insoumise est vraiment l'un des mots les pires qui soient aujourd'hui dans la société française pour alimenter encore un peu plus cet antisémitisme crasse. Et on poursuit avec une de tes grandes interrogations métaphysiques. Elle concerne le politologue Thomas Guénolé. Oui, c'est une vraie question parce que alors, je fais effort ici de ne jamais vous parler ou très peu vous parler à la marge des émissions de C8, notamment celle évidemment de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Et on y voit passer comme ça des chroniqueurs. Ils sont plus ou moins futés ou affûtés, comme on dit maintenant, avec l'histoire des couteaux les moins affûtés du tiroir. Mais on voit parfois, comme ça, jaillir des gens comme Thomas Guénolé, qui maintenant est de manière très récurrente chroniqueur dans cette émission. Et je vous demande de ne pas vous concentrer sur le côté sadique et pervers d'Hanouna, on le connaît très bien, mais je vous laisse regarder l'attitude de Thomas Guénolé. Je ne comprends pas, on y revient juste après, mais je ne comprends pas comment on peut supporter un tel traitement. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. C'est vrai d'accord. Non, mais je vous le dis. Thomas, donc quand je parle, on se tait. C'est aussi simple que ça. C'est la seule démocratie de la région, pardon. Mais oui, ça n'a pas de sens. Ça dépend si t'es palestinien. Pardon, c'est pas une démocratie israélienne. La Knesset, il n'y a pas de députés arabes israéliens. Il n'y a pas des femmes voilées en Israël. Il n'y a pas toutes les communautés qui sont représentées en Israël. Israël est une démocratie si tu as la chance de ne pas être palestinien. Il y a des Palestiniens qui ont une démocratie, mais en Israël. Si tu as la chance de ne pas être palestinien. Est-ce que tu es déjà allé en Israël une seule fois de ta vie ? Je te pose une question toute simple. Oui, voilà, c'est un argument d'autorité intéressant. Bah oui, c'est un argument d'autorité parce que moi j'aime bien. On peut pas avoir d'avis parce qu'on peut pas lire, se documenter, avoir des amis sur place. J'ai discuté il y a quelques jours avec une palestinienne. Parce que tu as vu l'homme, tu as vu l'homme, tu as vu l'ours, et donc tu sais mieux que tout le monde. Tu sais, c'est une population dont tu as peut-être déjà entendu parler. Il fait que de parler, Valérie, c'est insupportable. Non, mais moi, et pardonne-moi, mais moi, il me semble connaître non seulement par les textes, parce que comme toi, excuse-moi, tu n'es pas le seul qui a fait des études et qui lit des livres. Oh, nous aussi, on lit des livres, on a le droit de se documenter. Et par ailleurs, il se trouve que empiriquement, je connais le pays, puisque j'y suis allée à de nombreuses reprises, et que je n'ai pas constaté, moi, d'apartheid. Donc, le terme d'apartheid me hérisse. On peut dire plein de choses. Quand je parle de traitement, en fait, c'est de la maltraitance claire, nette et précise. D'autant plus que c'est de la maltraitance dans un cadre professionnel. Et que Thomas Guénolé est suffisamment intelligent pour le savoir et ne
pas supporter ça. Je ne comprends pas. Quand Hanouna avait parlé des salaires, il s'en était pris à Louis Boyard, vous vous rappelez, il a été condamné pour ça. Il avait parlé des salaires que percevaient les chroniqueurs. C'est pas énorme du tout. Ça ne justifie pas qu'on puisse se faire traîner devant 2 millions de personnes. 2 millions, en fait, c'est 4 millions, puisque c'est repris sur les réseaux sociaux de manière récurrente. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse accepter ça. J'espère qu'un jour, Thomas Guénolé nous expliquera pourquoi. Enfin, il s'est déjà expliqué. Il estime que finalement, étant donné que Touche pas mon poste à une audience massive, sa présence là-bas permet de contredire un certain nombre de discours et peut-être de réveiller un certain nombre de gens qui regardent Touche pas à mon poste. Je ne réouvrais pas le débat de savoir s'il faut y aller ou pas y aller. C'est pas la question. Là, c'est pas ça. Là, c'est une humiliation totale, absolue, personnelle, ad hominem. Il est quasiment interdit de parole avec des termes qui sont d'une violence extraordinaire. Mais je veux dire, mais personne ne parle comme ça. Même les pires profs des écoles privées ne parlent pas comme ça à leurs élèves. Je ne comprends pas comment lui accepte ça. Là, j'ai eu un début de piste. Je peux pas vous en parler là parce que sinon ce serait compliqué, ça dévoilerait quelque chose. J'ai eu un début de piste et je promets que si cette piste d'explication se confirme, je viendrai vous en parler et vous l'expliquer. Alors on continue dans les flops avec Jean Testanière. C'est incroyable. C'est qui Jean Testanière ? C'est quelqu'un qui a été connu pour avoir un passé judiciaire. Je vous invite à aller voir son activité judiciaire, notamment c'était le fameux cercle Wagram, où il y avait eu, qui avait été fermé par décision de justice et de police après qu'il y ait eu toute une série de gens qui sont passés de vie à trépas pour des raisons d'argent, des raisons de casino. C'était lié avec la Corse. Enfin, c'est tout un truc qui pourrait faire quasiment un mauvais roman de gare. Eh bien, ce monsieur qui était entretenu par ailleurs par le couple Balkany est médium. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que, si vous voulez, alors c'est vite, donc il va bientôt fermer, ses portes est en train de... Enfin, eux, ou plutôt Bolloré, puisque ça se passe sur CNews, font un bras d'honneur ou un doigt d'honneur. Alors, à la fois, je trouve, à la représentation nationale, puisqu'ils ont été auditionnés, ils ont promis plein de choses qui n'ont pas tenu du tout, c'est toujours pas une chaîne d'information. Et là, ils vont, y compris un bras d'honneur à l'Arcom, ça encore, bon, l'Arcom, elle fait ce qu'elle veut, ils savent très bien qu'ils jouissent d'une impunité totale. Mais là, on va franchir les bornes, puisque il va sortir un truc complètement débile à Rachel Kahn, quelque chose qu'on pourrait sortir à n'importe qui. Vous savez, c'est les espèces de choses avec plein de, comme ça, là, de sensiblerie, vous pensez à quelqu'un de mort, il va quasiment dire que la personne qui est morte est derrière lui, qu'elle lui parle. Enfin, c'est complètement délirant. Et ça, c'est validé par Pascal Praud. Je vous laisse écouter. Il y a une grand-mère qui est derrière moi, qui me fait dire, vous permettez, je peux? Moi, je viens de voir. Oui, allez-y. J'ai envie de vous dire pourquoi. Au-delà de rassurer les gens pour vous dire que j'en veux pas. Pas du tout. On m'a fait voir par tous les YouTube, à Paris, aux États-Unis, tout ça. Je sais que ce qu'on me montre, c'est vrai. Et si je vous dis que vous avez fait le maximum, pour vous, vous n'avez pas fait le maximum, et que la personne qui vous a... C'est une femme qui me dit de vous dire, je peux parler ou pas, on peut le faire en aparté, parce que... Allez-y. Que vous avez toujours été là au bon moment. Et elle a toujours été là au bon moment. Elle a remplacé 2 personnes de la famille. Elle a été très très forte, humaine. Je n'ai pas tellement d'argent, elle dit, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Et elle est arrivée à un point de lui dire tout simplement, je suis encore là. Bon, Jean, je suis obligé de vous interrompre quand même. D'abord, j'allais dire on est à l'antenne, mais vous le savez qu'on est à l'antenne. Oui. Donc je suis obligé de vous interrompre et je ne sais pas si Rachel, d'ailleurs, peut confirmer ce que vous ne connaissiez pas. Bon, ce que dit Jean est exact. Très précis et très exact. Et de CNews, on passe à BFM, Mourad. Oui, on revient à BFM. Cette fois-ci, alors vous savez, ils font leur miel de tout ce qui est fait divers de jeunes qui sont blessés par arme blanche, qui sont blessés par balle. En ce moment, il y en a effectivement quelques-uns, malheureusement. Et ils vont interviewer BFM TV Alexandre Vincendet, qui est le maire Horizon, donc un
proche du maire, l'ancien maire du Havre, maire Horizon, qui va nous donner une leçon qui va donner aux parents des délinquants, des jeunes mineurs délinquants, une espèce de leçon d'éducation. Et il va les menacer, mais comme d'hab, il va les menacer de voir si on conserve le bail du logement social, s'ils sont en logement social, et que ça se reproduisait. Et donc, il va nous expliquer, on va l'écouter, donc je dis bien que c'est BFM TV qui l'interviewe, il va nous expliquer ces fameuses menaces. Je vous laisse écouter. J'étais déjà maire lors du précédent mandat. On a mis en place une délibération qui d'ailleurs a été combattue par la gauche et l'extrême gauche à Rieux, et pour que je puisse mettre en place un conseil des droits et devoirs des familles pour pouvoir convoquer les parents dont les mineurs sont des délinquants et leur proposer un contrat très simple. Soit ils nous aident à faire en sorte que leurs enfants rentrent dans le droit chemin, ils prennent conscience de ce que font leurs enfants, et à partir de là, on travaille main dans la main ensemble, soit sinon ils refusent, et si en plus les faits sont trop graves, on suspend les aides municipales. Parce qu'à un moment, je suis désolé, c'est exactement d'ailleurs la discussion que j'ai eue hier avec les habitants de ce quartier, parce que j'étais sur le terrain hier soir, toute la soirée, jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer leur domicile. Il y a un moment, vous ne pouvez pas bénéficier de la solidarité nationale, de la générosité de notre système, si à un moment, vous pourrissez la vie de tout un quartier. Alors c'est bien, c'est pas nouveau, c'est comme ça, sauf que voilà ce que nous apprenions à propos de ce monsieur Vincent Day sur la même antenne, sur la même chaîne de BFM TV, en décembre 2021. Écoutez, on parle bien de la même personne. Le maire de Rieux-la-Pape qui est dans la tourmente face aux rumeurs de plus en plus persistantes. La justice a confirmé hier qu'Alexandre Vincent Day a bel et bien été condamné dans une affaire familiale. Le maire de Rieux reconnu coupable de violences sur son fils âgé de 5 ans, des violences lors d'une altercation avec son épouse qu'il accuse d'être un père de famille violent. Le couple est en instance de divorce. Alexandre Vincent Day qui se défend dans un message posté sur Facebook. Il refuse de s'exprimer sur BFM Lyon. Il évoque une affaire d'ordre privé. Là, c'était BFM Lyon, alors que peut-être que de Paris à Lyon... Non, parce qu'ils ont un système de bascule où ils regardent... Mais non, c'est simplement... Là, ce sont des internautes que je remercie très chaleureusement, qui, en fait, en 2 clics, on cherche à savoir, mais c'est normal, on cherche à savoir qui était ce Alexandre Vincent Day, ce jeune en costard impeccable qui vient dire qu'il va sanctionner les salauds de pauvres qui sont déjà dans la mouise parce qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants. En 2 clics, on sait à qui on a affaire. Donc pourquoi ils ne font pas ce travail-là avant d'interviewer quelqu'un, de savoir à qui nous avons affaire, de façon au moins à lui opposer le fait que mais vous, monsieur, vous n'avez pas eu un problème avec la justice par rapport à votre enfant de 5 ans que vous avez maltraité au cours d'une séparation avec votre épouse. Ça se pose la question. Ou alors vous êtes bien placé pour savoir la difficulté qu'on peut avoir à élever des enfants. Mais vous savez, c'est récurrent. Le fils Morano, moi je me suis pas du tout, j'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas applaudi, je me suis pas moqué quand le fils Morano, sauf par rapport à des discours, mais je me suis pas moqué du fait qu'on ait un enfant et que cet enfant ait des difficultés de drogue et des difficultés d'addiction, de comportement. C'est pas un sujet marrant. Donc je trouve que oui, on aurait dû poser la question à quelqu'un qui ose aller sur ce terrain-là de cette manière-là. On aurait dû lui poser la question si tant est que les personnes veuillent faire leur job. Et là, on passe à la rubrique au microscope. Et tu as passé au microscope non pas les élections américaines en tant que telles, les élections présidentielles américaines et les élections générales aux États-Unis, mais le traitement de ce scrutin par CNews. Absolument, Théo. Alors d'abord, j'ai une petite précision pour les gens qui nous suivent. Nous enregistrons le mardi, donc nous n'avons pas encore les résultats, et donc on ne va pas s'avancer. Nous ne sommes justement pas des médiums, donc on ne va pas s'avancer sur les résultats. Bien évidemment, on ne maîtrise pas du tout. C'est tellement serré en plus que ça n'aurait pas d'intérêt. C'est effectivement, comme tu le dis, la manière dont CNews, qui sur l'information est déjà une tromperie sur la marchandise, a traité ce duel. Et c'est assez intéressant, et ça se résume, je trouve, pas mal. Alors j'ai écouté, il faut être honnête sur ce dossier-là vis-à-vis de CNews et de l'élection américaine. Ils ont été assez
partagé, c'est-à-dire que, sans être évidemment pour Kamala Harris, ils ont quand même du mal avec l'image de Trump parce qu'elle est difficilement défendable. C'est quelqu'un d'excessif, c'est quelqu'un qui est incontrôlable, ingérable. Alors je crois que c'était le 6 janvier, c'est ça, qui est passé par là, le 6 janvier avec l'attaque du Capitole. Et donc, c'est compliqué de le défendre ouvertement face caméra. Donc, ils font des petites mots, des petites mimiques, ils dodelinent pour dire que, bon, quand même, Trump, bon, on l'aime bien, mais quand même, c'est quelqu'un d'un peu particulier. Mais le résumé va se faire, et là, alors, c'est historique. L'édito de Pascal, je vais faire la promotion d'un édito de Pascal Praud qui va, je trouve, bien résumer la position de CNews sur l'intérêt qu'ils peuvent porter à une élection qui, finalement... on pourrait non pas s'en moquer parce que c'est un pays extrêmement important sur la scène internationale, mais enfin, la différence entre les deux candidats et les deux partis se devient de plus en plus ténue, notamment sur la question moyen-orientale. Donc, on pourrait s'en désintéresser. Eux s'y intéressent. Écoutez bien, pour quelles raisons essentielles. Soit donc Trump est élu et ce tout sauf Trump est inefficace pour empêcher son élection à la Maison-Blanche. Soit il est battu, et la force du rejet, la puissance de la répulsion, la crainte de la dangerosité l'emporte sur tout, même sur une candidate, Kamala Harris, qui ne convainc pas, forcément, mais peu importe. Le tout, sauf Trump, est plus fort, il balaye tout. Je pense que cette élection exercera une influence sur les Français, sur leur psychologie, sur leur vote, qui sait, dans 2 ans. Et si l'élection américaine présageait du résultat de l'élection présidentielle française ? Voici un des intérêts du scrutin du soir et nous allons en parler ensemble à 9h01. Donc, si Trump passe, si Trump passait ou passera, je ne sais plus comment on peut dire là parce que je ne sais pas à quelle heure on aura les résultats, ça signifie que c'est encourageant pour Marine Le Pen. Alors, est-ce que c'est juste un constat d'un journaliste qui n'est pas un journaliste politique, enfin, qui va juste essayer de disséquer, d'analyser la situation et l'enjeu de cette élection américaine en disant l'influence que ça peut avoir sur la France, ou est-ce que c'est un espoir, un souhait de sa part, mystère? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors par contre, je peux facilement répondre à la question concernant Régis Le Sommier, pour qui, alors c'était quelqu'un, c'est un militant d'extrême droite qui a créé un journal qui s'appelle Omerta, que je ne connais pas, je lis très franchement. Un média en ligne aussi, bref, une chaîne YouTube également qui s'appelle Omerta. Ouais, mais j'avoue que j'ai jamais mis les pieds dedans, pardon de le dire comme ça, et qui en fait va louer Trump comme étant une espèce de rockstar. Il va dire à plusieurs reprises, c'est assez drôle d'ailleurs, il va dire il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître comme si c'était une certitude et qu'on était forcément d'accord avec ça, ce qui n'était pas du tout le cas. On peut estimer que c'est un bouffon, que c'est un pantin, que c'est quelqu'un qui est complètement fada, qui même parfois a des problèmes d'ordre, je pense, psychique, qui va tenir des discours incohérents, qui va se mettre à chanter, qui va se mettre à passer une playlist en plein discours et arrêter le discours en disant que c'est chiant et qu'il faut faire autre chose et écouter sa musique. Enfin, il a quand même des comportements très particuliers. Je ne parle même pas de son rapport à la gente féminine. Mais voilà, il faut le reconnaître, Trump est au centre de cette campagne, dit-il. Il s'appelle Régis Le Sommier, je vous laisse l'écouter. On est dans la dernière ligne droite, on est l'Amérique, le monde retient son souffle, mais on a évoqué tout à l'heure avec Hubert la question des sondages, etc. Il faut quand même reconnaître une chose, dans cette campagne, qui a été l'élément central? Qui a été tout le temps au milieu de cette campagne? C'est pas Kamala Harris, c'est Donald Trump. Donald Trump, avec ses tentatives d'assassinat, 3 tentatives, avec cette façon qu'il a, Olivier Benkemoun disait, oui, c'est comme une rockstar. Oui, c'est une rockstar. Les meetings de Donald Trump ont été d'une exceptionnelle en termes du nombre. Celui au Madison Square Garden a été un show absolument incroyable. Il a été à tout moment de cette campagne la personne autour de laquelle tout s'est fait. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que Kamala Harris n'a été qu'une candidate de substitution. Alors, Régis Le Sommier n'a pas été le seul dans la trompolaterie, si on peut dire. Michel Onfray, qui passait jadis pour un homme de gauche et allait encore plus loin.
Oui, alors je vous ai épargné volontairement dans les flops, Michel Onfray, parce qu'il il était au cœur d'une polémique. Je fais une petite parenthèse. Il était au cœur d'une polémique cette semaine qui a été très violente de sa part, à savoir qu'il a accusé les cheminots de la CGT et du Parti communiste accessoirement de ne pas être entré très rapidement dans la résistance et d'avoir favorisé le transport notamment des juifs vers les camps de la mort et ainsi de suite, ce qui est absolument faux. Il y a eu plusieurs démentis, il y a eu des communiqués avec chiffres à l'appui. Et quand on va dans n'importe quelle gare de France et de Navarre, on voit évidemment la liste de tous les cheminots morts pour la France et morts en déportation sous la torture et ainsi de suite. Donc c'est absolument abject, donc j'ai voulu vous épargner ça. Je ferme la parenthèse. Par contre, alors ouais, qu'est-ce qui manquait ? Pourquoi pas le prix Nobel, tant qu'on y est, pour Trump. Bah ouais, il a osé le faire. Je vous laisse écouter, puis on va juste en dire un mot juste derrière. Mais où est la vision dans tout ça ? Moi, c'est ça. Bien sûr. Or, il y a des visions politiques et on gagnerait à dire ce que sont vraiment les programmes des uns et des autres. On voit bien quand même que chez les démocrates, il y a cette idée qu'il faut faire la guerre en permanence partout sur la planète et qu'il faut remettre l'ordre ici, là, ailleurs, vendre l'ordre américain. L'ordre américain, bien sûr. et que Trump dit, pas du tout, on arrête ces guerres. Moi, je pense que c'est Trump qui méritait le prix Nobel de la paix et pas du tout Obama. Obama lui a donné, il n'avait rien fait encore. Donc c'était une façon de dire, ah mais lui, il est tellement formidable, il est tellement fantastique. Lui, pendant 5 ans, Trump, il a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de guerre nouvelle. Et il a enlevé des troupes. Donc pour la sécurité de la planète, ça me paraît quand même meilleur. Il est protectionniste, il a raison. Tous les chefs d'État de quelque pays que ce soit devraient être protectionnistes en disant mais les ouvriers français d'abord, les producteurs français d'abord, les artisans, les paysans, les commerçants français d'abord. Et puis après, advienne que pourra avec les commerçants d'ici, les artisans d'ailleurs, etc. Mais on le traite de fasciste. Je ne sais pas si vous avez vu la une de l'Humanité cette semaine. Fasciste. Ils n'ont plus que ça à la bouche, de toute façon. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fasciste. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais enfin, qu'on soit en désaccord, c'est mon cas, avec le fait qu'on ait attribué le prix Nobel effectivement à Obama. Ça n'avait aucun sens, mais absolument aucun sens. Quel que soit ce qu'on pense du prix Nobel, il a quand même vocation à honorer des gens qui se battent, à des gens qui se battent pour la paix, qui se battent pour les droits de l'homme et ainsi de suite, et y compris au péril de leur vie, comme c'est le cas malheureusement dans pas mal de pays. Ça a du sens. Là, ou alors des organisations internationales, des ONG. Là, ça n'a absolument aucun sens d'avoir filé. Effectivement, ça n'avait aucun sens d'avoir filé. De là à basculer vers Trump comme prix Nobel de la paix, c'est tellement ridicule que je comprends même pas. À part miser sur la surenchère permanente, c'est-à-dire on a tellement sorti une énormité la fois d'avant que là on va en sortir une encore plus grosse. Je ne vois pas l'intérêt analytique en fait d'une bêtise pareille. Je sais, honnêtement, je ne saisis pas. Je ne sais pas si toi tu as une idée là-dessus, mais je vois pas je vois pas le truc là. Peut-être plaire au patron. Peut-être plaire au patron, mais je pense que le patron... Parce que dans le monde, selon Bolloré, tu penses que Donald Trump n'est pas finalement à côté de Marine Le Pen dans les choses belles qui peuvent arriver à la France, au monde ? Oui, c'est vrai, mais je suis même pas certain que Bolloré irait jusque dans cette espèce d'outrance. Ça me semble tellement décalé. Il y aurait beaucoup plus d'analyses sérieuses à faire, notamment sur les questions religieuses, puisque CNews a sa fameuse émission de mystico barré sur un certain nombre de sujets, que ça valait peut-être plus le coup de le prendre sous cet angle-là. Donc je trouve ça assez étonnant. Mais Michel Onfray, qui a écrit le traité de la théologie, peut pas le faire. Il peut pas glorifier Donald Trump sur un mode religieux, Mourad. Ah, parfois on change d'avis au gré du vent et au gré, effectivement, comme tu le dis, des employeurs. Mais alors, je vous ai aussi épargné, parce que j'ai décidé d'être gentil avec vous, c'est l'approche peut-être des fêtes de fin d'année, mais je vous ai aussi épargné Boc Côté, qui est parti, donc le fameux essayiste québécois, qui est parti en vrille sur des démonstrations. J'ai même pas compris foncièrement ce qu'il voulait dire. Mais lui rentrait sur les guéguerres de phrases entre Trump et puis Biden, et ensuite Trump et Harris, mais ça n'avait tellement aucun sens que je me suis dit, mais je ne peux même pas vous faire écouter ça. C'est du Boc Côté qui fait du Boc Côté et qui imite encore Boc Côté. Et donc j'ai pas trouvé, j'ai regardé, et j'ai pas trouvé plus d'analyse que ça, en fait, sur l'élection américaine, à part les directs pendant les meetings, et je vois pas la plus-value que ça apporte. C'est-à-dire que le seul moment où, avec Trump, qui est quand même un bon client pour eux, ils ont pu, enfin CNews aurait pu
combler ce fameux manque d'actu fraîche, d'actu sérieuse, avec des envoyés spéciaux et compagnie. Je pense qu'ils sont passés complètement à côté, puisqu'ils ont uniquement émis leur avis qui n'est pas très nourrissant, je trouve, pour les gens, parce qu'ils ne parlaient pas des enjeux réels. Et les enjeux réels, c'est ce qui compte. Leur avis sur Trump, honnêtement, on s'en fout complètement. Alors, mais peut-être que c'est un positionnement marketing dans la mesure où la quasi-totalité de la presse et même de la classe politique française est pro-démocrate, c'est-à-dire la droite, le centre, la gauche, enfin tout le monde est pro-démocrate. Peut-être que sur CNews, on se dit, bon, on va pas aller jusqu'au trumpisme exacerbé, mais quelque part, on va donner la parole à des personnes qui sont sensibles au trumpisme pour maintenir des parts de marché, notamment le plus à droite de l'hémicycle, le plus à droite du spectre politique français. Ah oui, alors ça c'est une certitude. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, ils s'enferment de nouveau dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils vont dire, et ça Golnadel l'a très bien fait, ils vont dire, et ils l'ont dit, que, par exemple, le service public, j'ai entendu ce matin sur le service public bon, France Inter, pour pas les citer, sur le service public que Kamala Harris, c'était la meilleure, la plus belle, la plus gentille, la machin, et les trois intervenants, j'imite bien Golnadel, hein. Je sais pas, dites-le en commentaire. Merci. Que les trois invités sur le plateau étaient tous pour Kamala Harris, le service public, les gauchistes et compagnie. Et qu'il taxait, si mes souvenirs sont bons, il taxait Trump de candidat d'extrême droite parce qu'il était anticommuniste et qu'il était dangereux parce qu'il était anticommuniste, ce qui n'a absolument aucun sens. Il est à minima anticommuniste. Enfin, genre, si on avait que ça à lui reprocher à Trump, ce serait magnifique. Je l'aurais même comme invité ici. Oui, c'est la raison, c'est-à-dire de pouvoir contrebalancer. C'est l'impression qu'ils ont que tous les médias français islamo-gauchistes sont pour Kamala Harris. Islamo-gauchiste, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche de CNews. Hein. Ah, tout ce qui est à gauche, c'est ça, absolument. Mais justement, est-ce que il y a aussi une critique à émettre sur l'ensemble des médias français, c'est-à-dire que quelque part, alors on ne sait pas si c'est parce que les démocrates ont une tradition, disons, moins isolationniste que les républicains, mais on entend des critiques sur Donald Trump venant de médias qui, au quotidien, alimentent également un discours raciste, suprémaciste, mais à faible dose, on va dire. Et tout de suite, quand on arrive aux États-Unis, on devient très, très progressiste, alors qu'en France, on a certains politiques et certains médias ne sont pas finalement très éloignés de ce que peut dire ou penser Donald Trump, même s'ils le font de manière policée, on va dire. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que ça rejoint, alors ça va nous renvoyer vers la thématique de la semaine dernière avec Guillaume Meurice, à savoir les humoristes qui prennent la place des journalistes. Et je vais te prendre un exemple qui est celui d'Anthony Cavana. Alors je ne sais pas s'il est toujours sur la place. Hein. Anthony Cavana qui expliquait justement par une espèce de phrase assez amusante que alors c'était au moment d'Obama, 90% des Français sont prêts à voter pour un président noir, tu vois, et 3 petits points, mais aux États-Unis, pas en France. Et donc, il y a un peu ce phénomène-là, c'est-à-dire que oui, c'est tellement fastoche de se croire, de se prétendre, de se penser de gauche, avec une femme, avec des origines multiculturelles, qui est démocrate, qui est opposée à Trump. Mais c'est tellement facile de la soutenir que je pense que moi, je trouve qu'il y a un manque d'analyse un peu plus sérieuse. Moi, je connais pas du tout les... Enfin, je connais pas. Je ne... Tu n'es pas spécialiste des États-Unis. Et donc, je m'interdis de commenter ça. Simplement, j'observe sur les sujets que je suis, c'est-à-dire notamment le Moyen-Orient, que ce que je disais tout à l'heure, il y a un problème d'absence de radicalité sur les positions entre les deux groupes. Et donc, finalement, on se dit que... Et je lis les commentaires. Il se dit effectivement à plusieurs reprises y compris des gens de gauche, même de très à gauche, qui disent qu'en fait ils n'en ont rien à cirer parce que quel que soit le résultat, ils ne seront pas satisfaits. Donc voilà, ça je peux l'entendre. Mais oui, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que c'est un phénomène de facilité, de paresse intellectuelle d'aller soutenir évidemment la personne qu'on a envie de soutenir face à Trump qui est un repoussoir absolu, y compris, comme je le disais au départ, pour certaines personnes, certains chroniqueurs de CNews.
On passe désormais au coup de cœur, Mourad. Ah oui, ça c'est un coup de cœur que j'apprécie beaucoup parce que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on va le voir, je vais vous montrer la une. Alors c'est numéro septembre-octobre de cette année, justement, avec la fameuse Kamala Harris. La voici, la revoilà. C'est Clara Magazine. Vraiment, je l'ai connu... J'ai connu ce magazine et j'ai apprécié énormément ce magazine dans les années, je dirais, 80-90. Hein. J'étais à l'époque un jeune étudiant et puis ensuite un jeune salarié. Et vraiment, j'avais beaucoup de plaisir à lire les analyses. Il n'y a pas de mais, hein. C'est pas mais. Non, j'ai toujours autant de plaisir. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à les retrouver. Donc, c'est un magazine progressiste, féministe. Voilà, qui traite à la fois des dossiers, qui traite de l'actu, alors beaucoup de culture. Et à propos de culture, justement, ils ont une actualité directe, puisque le 8, 9, 10 et 11 novembre prochain, donc là, c'est tout près. À la Halle des Blancs-Manteaux, qui se trouve 48 rue Vieille du Temple, ils vont tenir le salon des livres féministes. Donc, je vous invite à y aller. C'est gratuit. Entrée libre, et ça s'appelle Délivrer EES. Vous voyez évidemment l'allusion. Il y a ici un autre exemplaire. On retrouve Judith Godrèche en tête avec vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru, évidemment sur les questions des violences sexuelles et du MeToo, qui est tout à fait d'actualité. D'ailleurs, je tenais à remercier Judith Godrèche et lui dire bravo parce qu'elle a fait partie des signataires. Vous savez, il y a eu une tribune visant Caroline Fourest et demandant au prix Femina de ne pas attribuer le prix du livre, le prix littéraire 2024 à Caroline Fourest du fait de son bouquin anti-MeToo. Ils ont eu gain de cause et je salue également, je fais un coucou à Patricia qui se reconnaîtra et qui fait également partie des signataires. Donc bravo à Clara Magazine et puis bravo à toutes les femmes qui se battent pour ces questions, mais pas que les femmes d'ailleurs, hein, les hommes également qui se battent sur ces questions. Et là, tu as un deuxième coup de cœur, tu triches un peu, Mourad. Non, j'essaie de le faire vite, mais pour rattraper un peu, parce que j'ai beaucoup de gens comme ça, j'ai beaucoup de coups de cœur et j'aimerais bien les rattraper. Alors, ça va à nos internautes. Tant que tu as un seul cœur, ça va. Ça va. Ça va à nos internautes qui ont du talent, et qui s'appellent notamment Mano et Koba, et donc ils s'envoient régulièrement sur les réseaux sociaux des montages qu'ils ont faits, et je vais vous montrer le genre de montage qu'ils envoient, et je trouve ça très drôle, donc je les embrasse à distance et je les remercie pour leur talent. La toute dernière chose, et j'en aurai fini, je reviens juste sur la collection Carton Rouge des éditions du Croquant, qui sont des petits fascicules. On en avait parlé l'autre fois avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Et là, il s'agit de deux petits ouvrages, deux petits fascicules. L'un de Claude Calam qui parle de déni d'humanité. Alors c'est marrant parce que ça rejoint encore une émission précédente, puisque je parlais des migrants à travers SOS Méditerranée et d'une magnifique sage-femme qui était embarquée et qui faisait preuve d'un courage extraordinaire. Là, ça vient nous parler déni d'humanité, évidemment, la manière dont on traite les migrants dans leur entièreté, alors qu'on devrait prendre les personnes, c'est toujours des chiffres, on devrait les prendre chacun, hommes, femmes et enfants, qui risquent leur vie et dont beaucoup ont trouvé la mort. On devrait les prendre quasiment un par un et ne pas faire effectivement ce fameux déni d'humanité. C'est Claude Calam, donc toujours aux éditions du Croquant et dans la collection Carton Rouge. Et il y a également Ludivine Bantini, alors la célèbre et médiatique historienne que je suis sur les réseaux sociaux de manière assez régulière et qui est assez nourrissante. Et elle va parler de battre l'extrême droite, mais elle va pas seulement dresser un tableau en disant qu'ils sont aux portes du pouvoir, et ainsi de suite. Elle va essayer de trouver des solutions et je vous laisse découvrir avec elle les solutions qui sont envisageables, avec évidemment une partie de courage politique et surtout de responsabilité des médias qui servent à l'extrême droite de marchepied. Et c'est parti pour tes remerciements. J'espère qu'ils ne sont pas kilométriques comme d'habitude. Absolument pas, comme promis. Alors, cette semaine, ils vont à Noutz et Ouma Lazarette Fatémé. Alors, c'est des gens que j'ai croisés dans un Courtepaille. Alors, je voulais faire un petit coucou parce qu'on ne fait pas la promo des marques, sauf que Courtepaille est confronté à des grosses difficultés. Ils ont fermé un certain nombre de leurs restaurants et donc, évidemment, les salariés en pâtissent. Donc, je voulais leur faire un coucou. Celui-ci est resté ouvert. Il est à Orléans. Je voulais également saluer Akima et Imran d'Orléans. Qui ont eu la gentillesse de me saluer et de nous remercier collectivement, l'ensemble du média. Il y a également sur les réseaux sociaux
LIE79, également le très beau et très talentueux Sylvain Colombel. Je dis très beau et très talentueux parce que c'est le fils d'une autre Colombel qui s'est livré à un petit solo. Alors je ne sais pas si c'est du ukulélé ou d'une petite guitare, mais enfin c'était très sympa et je remercie sa maman Laïla pour ça, ainsi que, et j'en terminerai avec Fabien Soriano. Et merci Moumou, merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment comme vous. Alors si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.